Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, une distinction honorifique qui renforce les relations entre le Niger et cet ordre, une association qui interviendra bientôt au Niger, compte rendu Abari Amiti et El Haj Baroukouba. Une distinction pour le premier magistrat du pays, un geste hautement symbolique de l'ordre œcuménique de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Je représente l'ordre œcuménique de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, qui est un ordre souverain, militaire et hospitalier, créé à l'époque des croisades. Cet ordre a été dissous sous la Révolution française. Les chevaliers de l'ordre de Malte se sont réfugiés sur l'île de Malte, mais à l'époque de Napoléon, ceux-ci ont été chassés de l'île de Malte et pour une partie se sont placés sous la protection du pape, pour les catholiques, et une autre partie s'est placée sous la protection du tsar de Russie et donc de l'Église orthodoxe. Je suis grand chancelier de l'ordre de Jérusalem de Malte, qui appartient à ce deuxième branche de l'ordre de Malte, et notre protecteur est l'Église orthodoxe. Mais nous sommes œcuméniques et nous accueillons chez nous toutes les bonnes volontés pour faire le bien, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur appartenance religieuse. Aujourd'hui, nous avons des activités de bienfaisance et humanitaire. Nous avons des ambassades au Mali, au Burkina, au Cambodge, au Timor. Notre siège est à Sao Tomé et Principe. Nous allons prochainement ouvrir une ambassade en Côte d'Ivoire, je l'espère prochainement également au Niger. Et lorsque nous avons une représentation diplomatique dans un pays, nous créons ensuite une association et nous faisons œuvre humanitaire, notamment en direction de l'enfance et de la santé. Monsieur le Président de la République, je vous propose, nous vous élevons à la plus haute dignité de notre ordre, qui est la Grande Croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Si vous voulez bien accepter cette distinction, j'en serai honoré. Le chef de l'État s'est dit honoré, mais fidèle à sa promesse d'aider les populations vulnérables, demande à cette association de venir s'installer au Niger afin de mener des actions de solidarité. Merci pour cette distinction. J'espère que cela va permettre de renforcer les relations entre votre ordre et le Niger. Vous l'avez dit, vous avez des relations diplomatiques avec un certain nombre de pays. Et j'espère que très prochainement, ces relations vont être établies entre votre ordre et le Niger. J'ai reçu d'ailleurs la demande dans ce sens. J'ai noté aussi que votre ordre intervient dans divers domaines, et en particulier dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la santé notamment. Et quand je vous ai reçu, on a eu à échanger sur la possibilité d'avoir une forte coopération dans le domaine de la santé. J'espère que dans les prochaines semaines, les conclusions auxquelles on est arrivé à l'issue de nos échanges vont se concrétiser. Encore une nouvelle fois, merci pour cette distinction. Le renforcement des relations entre le Niger et l'ordre œcuménique de Saint-Jean s'est traduit à travers cette distinction, mais également par les avantages sociaux que le pays présente. On a remis cette distinction à M. le Président de la République parce que le Niger est un pays sur lequel nous souhaitons intervenir, sur lequel nous voulons faire acte d'action humanitaire. Et il est tout à fait normal, lorsque nous implantons dans un pays, que nous honorions le Président de la République du dit pays, dans la mesure où effectivement ce pays est un pays démocratique, c'est un pays qui est en voie de développement et qui correspond aux critères qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous souhaitons ouvrir une ambassade. À partir de là, nous créerons une association qui s'appelle l'Association Saint-Jean, qui permet d'être exonéré de certaines taxes, puisque l'argent que nous souhaitons mettre dans nos actions, on souhaite qu'il soit dédié entièrement aux actions. Et aujourd'hui, nous sommes à disposition de M. le Président pour définir avec lui quelles sont les priorités sur lesquelles on pourrait travailler. Ça peut être un orphelinat, ça peut être une école, ça peut être un dispensaire. Sachez simplement que lorsque nous créons un établissement, quel qu'il soit dans un pays,
nous le construisons entièrement et nous le gérons entièrement. C'est-à-dire que nous assurons la pérennité de la chose, nous recrutons le personnel, c'est nous qui faisons l'ensemble, qui faisons fonctionner le centre, l'orphelinat ou l'école. Voilà, sous bien sûr le contrôle des autorités du pays, bien entendu. Voilà. Mais nous faisons également des opérations lunettes, c'est-à-dire que dans plusieurs pays, nous avons envoyé des gens pour aller dans les écoles. Au Togo récemment et au Burkina, nous avons vu plus de 2000 élèves dans les écoles. Et à travers la collecte de lunettes qu'on remet à jour et à niveau, on redonne ensuite des lunettes aux enfants. Voilà, ce sont des opérations auxquelles nous participons très souvent. La présence de l'ordre œcuménique est le fruit de l'offensive menée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, dans plusieurs pays à travers le monde. Un combat mené pour élargir la carte diplomatique du Niger. Audience ce matin au cabinet du Premier ministre. Brigitte Raffini a reçu une délégation de la douane nigériane conduite par Diko Ndé Abdullah, directeur général des douanes du Nigeria. Objectif: renforcer la coopération bilatérale entre le Niger et le Nigeria. De mise en circulation de la section urbaine de la route Niamey-Namaro-Farié. C'était ce matin à la place Liptako, Gourma 6 au 5e arrondissement, sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, compte rendu Seynou Soumaïl Ibrahim et Issa Kaïssa. Par ses coups de ciseaux, le Premier ministre chef du gouvernement met en circulation la section urbaine de la route Niamey-Namaro-Farié au rond-point Harobanda, place du Liptako Gourma, soit 5 km 8 de tracé et 2 fois 7 mètres pour la largeur de la chaussée revêtue. Cette tranche additionnelle vient en complément à celle de la tranche ferme mise en circulation le 18 décembre 2012 par le président de la République. Nous avons là un exemple de ce qu'il faut, à mon avis, prendre comme pour l'avenir. Parce que vous le savez très bien que dans le futur, certainement que le Niger aura besoin d'autoroutes. Et il est bon que dès maintenant, nous y pensions et que toutes nos routes nationales, traversant les grandes villes, puissent peut-être avoir une telle configuration, de manière à ce que lorsque nous aurons besoin de routes, d'autoroutes, on n'aura pas besoin de casser ou d'impacter les usagers pour les construire. C'est le moment, le lieu pour moi de lancer un appel pour que les autorités communales qui sont bénéficiaires de ces ouvrages-là, en tout cas les conservent dans leur totalité, pour que les populations qui les utilisent soient en tout cas respectueuses du bien de l'État, et que le cadre qui est en train d'être créé, de faire du Niamey la ville coquette, en tout cas que ce cadre-là qu'on soit à ce début de mise en œuvre de ce cadre-là, de faire de Niamey une ville où il fera bon vivre. Avec comme maître d'ouvrage le ministère de l'équipement et pour un coût de 5 249 855 176 francs CFA, financés respectivement par la BOAD et l'État du Niger pour 92,5% et 7,95%. Ces travaux permettront à la commune 5, une des portes d'entrée de la capitale, de présenter une image respectable. Autre caractéristique géométrique de l'aménagement de cette bretelle, c'est la largeur de la plateforme qui fait 17,80 m. C'est aussi 2 fois 1,5 m de largeur des accotements revêtus et enfin ses principaux équipements comme latrines villageoises, glissières, bandes réservées aux piétons, bordures et candélabres. Le tout pour une grande mobilité des populations et une meilleure intégration communautaire. La radio-télévision Ténéré a diffusé dans sa session d'information du 28 avril 2014 un reportage sur des élèves du village de Dabaga, commune rurale de Simiri, département de Oualam, qui consommeraient de l'argile pour calmer leur faim à lieu et place de la nourriture.
Le gouverneur de la région de Tillabéri s'est rendu ce matin au niveau de ce village pour rencontrer les populations et vérifier les faits. Après donc de longues explications, des démentis formels sont venus du chef de village, du directeur de l'école, de l'inspecteur de l'enseignement de base et du chef de canton de Simiri. Les enseignants étaient réunis en capette. Arrivé quand on m'a fait comprendre que le coordonnateur de vie a passé pour aller à Dadega. Comme j'ai son numéro, je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur le coordonnateur, vous êtes à Dadega? Il m'a dit oui, oui. Il me dit, ah, eux, ils sont des bagarreurs en langue. En germain, il dit, il s'appelle Ali Vikandenbera. Parce qu'il y a eu un premier cas à Kouateji où nous sommes transportés, il y a eu un démenti. Donc il dit qu'encore ils sont là pour la bagarre. Donc il m'a retrouvé là-bas. Ils m'ont posé des questions par rapport à ce qui se fait dans la classe. J'ai dit vraiment, après un concours de lecture, ce que j'ai vu est appréciable. Donc, acheter la bagarre, c'est quoi? C'est de pouvoir filmer des gens qui consomment du banco. Et c'est trop choquant parce que moi, je suis du milieu et je suis quelqu'un qui aime l'enseignement, l'éducation. Je veux la promotion, mais on ne peut pas concevoir que des gens consomment du banco. Ça, c'est inadmissible. Je vais vous montrer, parce que je viens chaque fois à Dadega. Il y a des femmes qui pilent le mil régulier. Il y a des greniers qui sont remplis. Même s'il y a des difficultés, on ne peut pas imaginer manger du banco. Wallahi darende note. Wallahi dama iyo ni bon retrouver iyo mil de kan hala igo ban no wiza wallahi o man famanda matakan ni harkata da wallahi sarni gote ay darende no. La vérité est sortie au grand jour parce qu'il y a eu rencontre, on a eu les propos de tout un chacun. Mais avant nous, c'est un truc qui nous a trouvé un peu dispersés. On était dispersés et interpellés à part. Mais maintenant qu'il y a eu confrontation, on a dit que seul le vrai résiste à la critique. On a vu le vrai, ce qui résiste à la critique, c'est donc la famine existe, c'est vrai, mais on ne mange pas de l'argile. Cette affaire d'argile, moi je le prends pour faux parce que ce n'est pas une réalité. Là où nous sommes ici aujourd'hui sur ce puits, c'est un puits qui a été creusé, le banco est enlevé. On ne peut que le pétrir pour crépir les bâtiments ou faire des briques. Ce n'est pas un banco pour manger. Donc le montage qui a été fait n'est pas correct. Les gens ne mangent pas l'argile. C'est vrai, il n'y a pas eu assez de récolte. Chaque 2 semaines, je passe par ce village-là. On ne m'a jamais parlé de manger du banco. Quant au gouverneur de la région, il a tout simplement déploré ce montage savamment orchestré pour nuire à la crédibilité de toute une région. Le responsable de l'ONG Vikandenbera a insinué que les élèves, pour venir à l'école, mangeraient de l'argile. À son temps, nous étions venus sur le site avec le maire de la commune rurale, le préfet de Walam, le président du conseil de Tillabéri pour nous enquérir de la situation. Il s'est avéré que c'est archi faux. Personne, j'insiste, personne ne mange de l'argile. Alors, il a récidivé il y a 2 jours en venant au niveau de Dadaga où il a une classe passerelle, disons 2 classes passerelles. Avant d'arriver à Dadaga, il a appelé l'inspecteur pour lui dire qu'il est un bagarreur. Il va aller récidiver. Récidiver quoi? De toute façon, il le dira. Il est venu, il a pris les élèves au moment de la récréation pour les amener ici sur ce puits. Un puits qui a été réalisé par une ONG islamique pour le village de Dadaga. Le puits est situé à quelques 400-500 mètres de l'école. Il les a amenés pour les faire consommer de l'argile pour prouver que les gens continuent à manger de l'argile. Même les ânes ne mangent pas de l'argile. Personne ne mange de l'argile. Donc c'est pour ça que nous sommes venus, pour nous entretenir avec les populations qui l'ont démenti formellement. Et d'abord, si les gens devraient manger cet argile, ce serait fini depuis longtemps. Parce que ça fait quoi? 4-5 mois, je crois que ce puits est foré. L'argile est là. Les élèves n'ont jamais mis pied ici, n'eût été l'arrivée du responsable de l'ONG Vikandenbera qui a tout monté pour montrer à la face du monde qu'au Niger, les gens mangent de l'argile. Il ne peut pas saper
les importantes actions de développement qui sont en train de s'organiser. Il ne pourra pas le faire. Et d'ailleurs, nous avons décidé d'arrêter toutes ces classes passerelles. Les élèves vont être transférés dans les écoles traditionnelles de la région de Walam. Nous allons demander au ministère en charge des ONG de revoir le cas de l'ONG Vikanden Berey qui outrepasse ses objectifs, les objectifs pour lesquels l'État lui a donné l'autorisation d'exercer. Nous ne pouvons plus le tolérer pour que des gens qui roulent je ne sais pour qui salissent le nom du pays. Nous ne le tolérerons pas, ni à Vikanden Berey, ni à personne. Alors, j'insiste, personne ne mange de l'argile à Dadaga. C'est un montage fait par Ali, responsable de l'ONG Vikanden Berey. Pour quel dessein, je ne sais pas, mais il doit le dire, peut-être devant les juridictions, parce que je ne laisserai pas. Je vais demander à la justice compétente de se saisir de cette affaire pour qu'on voit les dessous. Et d'ailleurs, si jamais ces enfants qu'il a obligés à manger l'argile ont quelques ennuis de santé, il en sera l'unique responsable. La Banque mondiale et l'État du Niger ont procédé hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey à la signature d'une convention de financement du projet de renforcement des capacités du secteur public pour la délivrance des services. 20 milliards de francs CFA, c'est le montant de cette convention qui vient matérialiser les engagements pris par les partenaires techniques et financiers en 2012 à la table ronde sur le PDS qui s'est tenue à Paris. Compte rendu Sani Soufou et Maria Madakou. Joindre l'acte à la parole, c'est le mieux qu'on puisse dire de cette signature de convention de financement entre la Banque mondiale et l'État du Niger. D'une enveloppe globale de 20 milliards de francs CFA, cette convention contribuera au renforcement des capacités en gestion du bien public et à la coordination des planifications des actions de développement dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Nous étions partis sur une base de 10 milliards de francs CFA pour traduire notre volonté et notre engagement à soutenir donc le renforcement des capacités. Chemin faisant, lorsque nous avons réellement engagé les consultations et examiné en profondeur la question, on s'est rendu compte que les besoins étaient plus importants que ce que nous avons prévu initialement. C'est ce qui donc nous a amené à doubler l'enveloppe. Porte donc sur un don de 20 milliards de francs CFA contre 10 milliards initialement envisagés. Cela traduit non seulement notre détermination, mais aussi la façon dont nous avons, ensemble avec les autres partenaires, repensé la question de notre accompagnement au renforcement des capacités. Pour le ministre d'État, ministre du Plan, cette convention de financement est symbolique à plus d'un titre. C'est pourquoi il a tenu à remercier la Banque mondiale au nom des autorités et du peuple nigérien. La Banque mondiale vient de démontrer ici qu'elle joint les actes à la parole, puisque nous venons à peine de conclure sur le thème de renforcement de capacité, que immédiatement après nous signons un accord de 20 milliards de francs CFA. Mais ce programme est aussi symbolique parce qu'il démontre une fois de plus l'engagement très fort de la Banque mondiale auprès du gouvernement nigérien pour la mise en œuvre de son programme de développement économique. Je voudrais vous remercier encore une fois au nom du président de la République, le président Issoufou Mahamadou, et vous remercier et demander également de transmettre aux autorités de la Banque mondiale toute notre appréciation pour le geste qui a été fait, et nous espérons que ceci augure aussi de la poursuite de cette opération par les autres partenaires qui, je suis certain, sont déjà sur les starting blocks pour essayer donc de finaliser leur accord de financement.
La mise en œuvre de cette convention de financement permettra non seulement l'efficacité de la gestion des investissements, mais aussi le renforcement des capacités de planification stratégique, de gestion financière, de passation de marché et de suivi-évaluation. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Niger a salué la tenue de cette rencontre qui leur a permis d'identifier les différentes difficultés qui entravent la mise en œuvre du PDS Fodi Ndiaye que je vous propose de suivre. Je voudrais au nom des partenaires techniques et financiers remercier le ministre d'État, l'ensemble du gouvernement, les présidents de conseils régionaux et la société civile pour les débats fructueux, constructifs et francs que nous avons eus au cours de cette journée. Je pense que le PDS en valait la peine. Nous avons identifié les résultats que nous avons obtenus. Pour certains problèmes, nous nous sommes posé des questions. Pour d'autres, nous avons fait des recommandations. Et pour d'autres, enfin, nous avons mis en chantier des réflexions à approfondir. Je voudrais donc juste souligner les points suivants. 1. L'importance d'avoir une bonne politique de financement qui s'appuie sur les ressources internes, mais qui aussi gère bien les flux financiers avec une bonne plateforme de gestion de l'aide s'appuyant sur un plan d'action pour Busan. Deuxième chose, l'importance de la rationalisation des cadres de concertation pour nous permettre de continuer la dynamique que nous avons créée pour le dialogue entre les différentes catégories sociales qui s'occupent de la mise en œuvre et de l'exécution du PDS. 3. Le renforcement des capacités et dans ce cadre, il est important que le gouvernement puisse approuver dans les meilleurs délais le plan d'action et je pense que la signature à laquelle vous venez de procéder, Monsieur le ministre d'État, augure d'une mise en œuvre effective de ce plan qui est un plan de renforcement des capacités prioritaires porté par l'ensemble des partenaires techniques et financiers sur votre leadership et nous vous appuyons à ce niveau. Quatrième élément qui nous paraît important, c'est l'importance de la décentralisation. Mais décentralisation pas perçue comme un transfert de ressources, mais décentralisation perçue comme la nécessité de créer des pôles régionaux de développement, de créer des richesses au plan local, de créer sur cette base des ressources qui sont importantes pour structurer l'économie locale comme contribution à la territorialisation du PDS et au développement économique et social au profit des populations nigériennes. 5. C'est l'importance de la consommation du crédit. Sur ce plan, il est important qu'on puisse avoir réellement un plan de budgétisation qui tienne compte des contraintes et qui prenne en compte la programmation pluriannuelle des investissements. Nous avons aussi réfléchi sur des thèmes qui nous paraissaient des thèmes transversaux. L'importance d'avoir des données réelles et fiables et à jour pour piloter le développement. Dans ce cadre, nous nous engageons aussi à examiner le plan stratégique de l'INS et appuyer un tel plan. La revue conjointe État du Niger, partenaire sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS, a pris fin hier après-midi à Niamey. Le ministre d'État, le ministre du Plan, tire un bilan satisfaisant à l'issue de cette rencontre. Cette première revue conjointe est utile parce qu'elle nous a permis de procéder fort opportunément à des évaluations par rapport à la mise en œuvre des stratégies sectorielles dans les domaines prioritaires du PDS, d'apprécier depuis la table ronde le niveau de mobilisation des ressources et l'exécution des ressources mobilisées et de discuter des options stratégiques à mettre en œuvre au cours de l'année 2014 pour mieux décider des nouvelles orientations stratégiques. Les questions abordées au cours de cette première revue devront nous permettre d'améliorer les résultats dans la mise en œuvre du PDS et en particulier nos réflexions au cours des travaux en plénière et au niveau des différents panels ont permis de mieux circonscrire nos grandes préoccupations du moment, en particulier celles qui sont surtout liées à la consommation des crédits d'investissement, au renforcement des capacités, à la gestion de la performance et à la coordination de l'aide en particulier. À la lumière des résultats auxquels nous sommes parvenus, je puis affirmer sans risque de me tromper que les objectifs assignés à la revue politique ont été pleinement atteints. Le gouvernement s'emploiera à mettre en œuvre les différentes recommandations en fondant ses actions sur une approche participative permanente
et nos cadres techniques approfondiront vos propositions pour le plan d'action prioritaire dont la version finale vous sera dûment communiquée. Dans la perspective de la suite à donner à nos résultats, je voudrais m'engager au nom du gouvernement à chercher les voies et moyens pour mettre nos conclusions en application. Et avant de terminer, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, du gouvernement et du peuple nigérien, réitérer nos remerciements sincères à tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux, qui nous ont fait l'honneur de participer à la présente rencontre. Et je félicite aussi les présidents de conseils régionaux pour leur participation active aux travaux et fonde l'espoir que des avancées majeures seront enregistrées dans le cadre de l'élaboration des plans de développement régionaux. J'exprime aussi nos vifs remerciements pour les représentants de la société civile pour leur participation aux travaux de cette revue. Cérémonie de remise de prix à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ce matin au ministère des Mines et du Développement industriel. Les lauréats ont été distingués au Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation qui s'est tenu du 20 au 23 décembre 2013 à Niamey. Reportage Djouari Isiaka et Bachar Harouna. Ces deux prix sont attribués à Alfari Bonkano Yakuba dans la catégorie du meilleur jeune inventeur. Il avait présenté au salon cette invention, les séchoirs à charbon minéral pour la conservation des produits agro-silvopastoraux. Très économique et pratique. Cette invention lui a valu ce matin cette distinction. Dans la catégorie de la meilleure invention féminine, Mme Saleh Mariama a pu par son invention obtenir de la farine de niébé ou garin waché à l'image de la farine de manioc, et cela pour les mêmes usages et les mêmes besoins. Ces deux inventeurs nigériens font la fierté de la recherche et de l'innovation, toute chose qui peut booster le développement industriel au Niger. C'est pourquoi le ministre en charge du développement industriel a saisi cette occasion pour les encourager. Mon département ministériel et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont organisé conjointement du 20 au 23 décembre 2013 le Salon national de l'innovation, de la créativité et de l'invention. Faut-il le rappeler, l'objectif de ce salon visait à identifier des techniques et technologies appropriées visant d'une part à augmenter de façon quantitative et qualitative la production agro-silvopastorale et d'autre part à créer les conditions d'une meilleure conservation, stockage et transformation de ces produits. Ce salon qui s'était achevé sur une note de satisfaction générale a permis non seulement à nos chercheurs de montrer leur génie créateur et la contribution qu'ils peuvent apporter au développement de notre pays, mais aussi de décerner plusieurs prix aux meilleures œuvres. La présente cérémonie qui s'inscrit dans cette logique me donne l'occasion de parachever la remise des prix avec l'attribution des certificats de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI aux heureux récipiendaires de ce jour. Pour ma part, je puis réitérer la disponibilité de mon département ministériel à accompagner, autant que faire se peut, les œuvres primées vers la valorisation. Mes services compétents ont d'ores et déjà apporté leur assistance aux lauréats pour la protection de leurs œuvres, pas des brevets d'invention. De même, des actions sont actuellement en cours au sein de mon département pour l'organisation d'une journée de partenariat sur la propriété industrielle. Le séchoir à charbon minéral et la farine de niébé vont améliorer la qualité et la quantité des besoins alimentaires des populations nigériennes. Ces prix leur sont attribués pour leur témoigner la reconnaissance des plus hautes autorités du pays. Demain, premièrement, la prestation de votre logo, la diffusion de vos messages en bon
La fête du travail s'annonce sous le signe de la promotion en continu de l'emploi des jeunes. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi vient de conclure un accord avec la société Sogea Atome. De quoi susciter de l'espoir chez les demandeurs d'emploi dans le secteur des BTP. Et puis les dernières images de la foire Pagne en fête, des talents, rien que des talents griffés made in Togo. Les jeunes stylistes togolais ont exhibé leur savoir-faire à travers un défilé de mode inédit. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Des messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo célébrée le 27 avril. Le Premier ministre de Malaisie, le président égyptien, le président Mahmoud Abbas de Palestine, le président Napotano, le président Goodluck Jonathan du Nigeria se félicite donc le président Faure Singbe et promettent d'œuvrer pour le renforcement de la coopération entre leur pays et le Togo. Le Conseil des ministres est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'État. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Cérémonie sobre mais pleine de sens, elle intervient à la veille de la fête du travail. Une convention de partenariat a été conclue ce matin entre l'Agence nationale pour l'emploi et Sogea Atome, une entreprise spécialisée dans les BTP. C'est un créneau pour offrir des perspectives de stage, de job et d'embauche aux jeunes. Eric Janikbo, Charlotte Moussime. Des liens bien scellés entre l'Agence nationale pour l'emploi et la société Sogea Atome. Par cet accord, cette société entend accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts de réduction du taux de chômage. Elle s'engage donc à offrir des stages pouvant aboutir à l'emploi aux meilleurs étudiants en génie civil, électrique et mécanique qui seront mis à sa disposition par l'ANPE. Chaque année, accueillir au minimum 10 étudiants, d'abord en stage. Ces cadres seront dans un premier lieu suivis et bien entendu intégrés au sein de nos effectifs. Cette convention viendra aussi renforcer la politique des ressources humaines qui est la base de notre développement. L'initiative est stratégique. Elle vise la promotion, l'embauche, la formation et le suivi des jeunes cadres locaux. Il est important de faire attention à la possibilité que les grandes entreprises et les petites entreprises offrent en matière de formation. Donc nous avons saisi cette opportunité de responsabilité sociale et sociétale des entreprises pour bâtir quelque chose qui permet de les engager dans la formation de nos cadres et également dans l'emploi qu'ils offrent pour que ces emplois soient durables et décents. Présente dans plus de 20 pays, la société Sogea Atome est spécialisée dans les travaux publics. À travers sa structure Initiative Sogea Atome pour l'Afrique ISA, elle promeut l'auto-emploi, accompagne et finance les projets d'entreprise. Une dizaine de projets a déjà été réalisés au Togo depuis 2010 et concernent les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement et bien d'autres encore. Ce communiqué, avant de poursuivre cette édition, il émane du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Dans le cadre des festivités du 54e anniversaire de la fête nationale et à la demande du chef de l'État, son Excellence Faure Singbe, à titre humanitaire et conformément aux lois et règlements en vigueur, le gouvernement accorde la liberté conditionnelle à 484 condamnés définitifs dont le restant de la peine à purger n'excède pas 6 mois. Sont exclus du bénéfice de cette mesure les condamnés pour crimes de sang, crimes contre les mœurs, crimes relatifs aux stupéfiants et pour infraction contre l'État, signé le ministre Kofi Essa. La coordination des 6 centrales syndicales rompt avec la tradition. Demain, il n'y aura pas l'habituel défilé suivi de la présentation d'un cahier de doléances aux autorités, mais plutôt une marche pacifique pour réaffirmer les demandes déjà formulées auparavant. Et ton âme, Kokoroko, Nathalie Paneki. Pas de défilé, pas de cahier de doléances des travailleurs pour ce 1er mai 2014. La coordination des 6 centrales syndicales du Togo, à savoir la CGCT, la CNTT, la CSTT, l'UGSL, le GSA et l'UCIT en a décidé ainsi. La traditionnelle fête des travailleurs sera donc marquée demain par une marche qui démarre à la Bourse du Travail. L'objectif des centrales syndicales du Togo est d'amener le gouvernement à appliquer le nouveau statut de la fonction publique avec la grille proposée par le comité technique. Nous étions en discussion avec le gouvernement
et nous n'avons pas eu satisfaction sur les revendications que nous avons posées. Vous connaissez ces revendications, entre autres, c'est le décret d'application du nouveau statut général de la fonction publique. Et vous savez que donc, pour prendre ce décret, il faut l'annexer, la grille, une grille consensuelle. Malheureusement, nos discussions n'ont pas abouti. Et c'est ça qui fait que les centrales syndicales sont en train de manifester leur mécontentement. Le retard dans le versement des pensions aux travailleurs retraités et la non-application des mesures d'accompagnement annoncées depuis plus de 2 mois par le gouvernement pour amortir l'impact de la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe sont autres raisons qui justifient le mécontentement des travailleurs. Le gouvernement, de son côté, estime que la grille salariale proposée par les centrales syndicales doit prendre en compte les salaires des 5000 enseignants volontaires nouvellement intégrés à la fonction publique, des nouveaux enseignants sortis de l'ENES et de l'ENI, et le personnel à recruter dans le secteur de la santé. Je suis avec 2 membres du gouvernement sur ce plateau. Bonsoir, messieurs les ministres. Bonsoir. Alors, monsieur John Aglo, vous venez de voir ce reportage. Quelle est votre réaction? La première réaction, c'est que, au fond, nos discussions continuent. Et nous avons même prévu rencontrer les syndicalistes pour lundi prochain. Donc, c'est vrai qu'ils nous ont dit qu'ils n'ont pas été satisfaits, mais au fond, ils auraient pu avoir un peu de patience et puis les choses seraient réglées. Parce que ça fait quelques mois que nous avons commencé les discussions par rapport à la grille. Et on a normalement mis en place un comité technique composé des représentants du gouvernement, des représentants des syndicats, et ils ont discuté jusqu'à un certain point et de façon consensuelle. Alors, sur le point précis, j'aimerais plutôt laisser la parole à mon collègue, je reviendrai. Voilà, à vous la parole. Merci, monsieur Aimé Abalo. Oui. Effectivement, depuis la promulgation de la loi portant statut général de la fonction publique, depuis le 21 janvier 2013, le gouvernement a pris l'engagement de pouvoir appliquer ces statuts-là. Et c'est à juste titre que M. Palanga dit qu'ils n'ont pas eu de satisfaction. Il devrait dire qu'ils n'ont pas encore eu de satisfaction. Parce que nous avons ensemble travaillé depuis février. Nous avons mis en place, comme venait de dire le collègue, un comité technique composé des agents du ministère de l'économie et des finances, des techniciens du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, des agents du ministère de la fonction publique et les représentants des 6 centrales syndicales qui viennent de tenir la conférence de presse. Donc, on a eu une première réunion en février, si